Une photo, d'abord. Un groupe de femmes debout, devant une usine neuve. À Barcelogo, au Burkina Faso, foulards traditionnels et ordinateurs portables côte à côte, comme si deux époques s'étaient soudainement superposées. En quelques mois seulement, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ces femmes sont passées du marché poussiéreux à la gestion d'une installation industrielle, grâce à un fonds créé spécialement pour elles. Que se passe-t-il quand celles qui nourrissaient discrètement le pays deviennent les architectes visibles de ces usines, de ses emplois, de sa souveraineté économique? Ce soir, ce n'est pas une histoire de charité, mais une histoire de pouvoir qui change de main. Cette histoire ne parle pas seulement de finances ou de machines, elle parle de dignité, de souveraineté et de la façon dont un pays parmi les plus pauvres du monde tente de réécrire les règles du développement. En 2025, le Burkina Faso a lancé le FARF, un fonds dédié aux activités génératrices de revenus des femmes, avec une idée simple mais radicale. Si les femmes portent déjà la moitié du ciel, elles doivent pouvoir posséder la moitié des usines qui se trouvent en dessous. Le pari est immense. S'il réussit, le modèle pourrait bouleverser ce que l'on croyait savoir sur l'aide internationale, les microcrédits et la place des femmes africaines dans l'économie. S'il échoue, il renforcera tous les scepticismes sur les projets pilotés par l'État et sur la capacité d'un pays comme le Burkina Faso à s'émanciper de la dépendance extérieure. À travers ce récit, le spectateur découvre non seulement des chiffres et des usines, mais aussi une question directe. Et si ce qui se joue aujourd'hui à Barcelogo annonçait la prochaine grande révolution silencieuse du continent africain? En l'espace d'une seule année, plus de 50 000 femmes ont reçu un financement via le FARF, pour un volume d'environ 13 milliards de francs CFA, soit près de 20 et 1 million de dollars. Derrière ces chiffres, un taux de remboursement de 95% a surpris jusqu'aux banques commerciales, habituées à voir l'Afrique à travers le prisme du risque et de la fragilité. Ce mini-bilan, à peine 12 mois après le lancement de l'initiative, a montré que quelque chose d'inhabituel était en train de naître. Pendant des décennies, les femmes du Burkina Faso ont été les piliers invisibles de l'économie. Elles plantaient, récoltaient, vendaient au marché, élevaient des animaux et nourrissaient des communautés entières, souvent sans contrat, sans protection, sans reconnaissance. 8 personnes sur 10 occupaient des emplois vulnérables, survivant saison après saison. Les programmes de développement passés promettaient des formations, du microcrédit, quelques aides ciblées, mais la majorité restait enfermée dans l'économie informelle, empruntant juste assez pour tenir quelques mois de plus. En 2025, la rupture s'opère. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le FARF est conçu non comme une banque classique, mais comme un mécanisme de transformation industrielle à partir de la base. Au lieu d'exiger des garanties matérielles ou une longue histoire de crédit, les agents du fonds vont rencontrer les femmes là où elles sont, sur les marchés, dans les villages, dans les camps de déplacés. Une femme, ou plus souvent un petit groupe, expose sa vision. Un moulin, une savonnerie, un centre de conditionnement de céréales. Le projet est évalué non seulement à l'aune du profit, mais aussi de l'impact social. L'argent est versé directement sur téléphone, via l'argent mobile, et chaque transaction est tracée dans un système numérique de gestion. Confiance, transparence, responsabilité. Le décor est planté pour une révolution qui commence dans la poussière des villages, mais vise à redessiner la carte industrielle du Burkina Faso. Le premier visage de cette transformation est celui des femmes de Barcelogo, celle de la photographie devenue iconique. Longtemps, elles ont cultivé le mil et le sorgho pour des marges dérisoires, dépendantes des prix du marché et des intermédiaires. Avec l'appui du FARF, elles ouvrent une unité de conditionnement de grains. Elles achètent aux agriculteurs, voisins, nettoient, sèchent, emballent, puis vendent à l'échelle régionale. Les bénéfices augmentent, mais surtout, un basculement mental se produit. Ces femmes, autrefois perçues comme de simples vendeuses au marché, négocient désormais des contrats,
embauchent d'autres femmes et versent des salaires réguliers. Elles deviennent des employeuses, pas seulement des travailleuses. Plus au sud, dans la région des Cascades, des femmes déplacées par la violence relancent des ateliers de fabrication de savon. Elles combinent des recettes traditionnelles avec un branding moderne et, progressivement, leurs produits circulent dans les centres urbains. Ce qui était de la survie se transforme en réseau d'entreprises communautaires, capables de créer des emplois et de stabiliser des quartiers entiers. À Waiguya, d'autres femmes structurent la transformation des noix de karité en une opération semi-industrielle, produisant un beurre de qualité pour des acheteurs nationaux et internationaux. Dans chacune de ces histoires, un même fil conducteur apparaît. Les protagonistes ne se définissent plus comme des bénéficiaires d'aide, mais comme des propriétaires d'outils de production. Leur quotidien change, mais aussi la manière dont leurs filles les regardent. Une phrase pourrait résumer ce tournant. Quand les femmes possèdent l'outil, elles redéfinissent la règle du jeu. La transformation du Burkina Faso ne s'est pas faite en une nuit. Elle a suivi une trajectoire nette. Activation, apogée, répercussion. Tout commence à la fin de 2024. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré annonce que le FARF deviendra prioritaire dans le budget national. Ce geste, symbolique au départ, libère des crédits publics et rassure les bailleurs régionaux. Les premières opérations pilotes apparaissent à Barcelogo, Bobo Dioulasso et Ouahigouya. Dans chaque ville, des entrepôts vides se transforment en ateliers. Les marchés se remplissent de voies nouvelles. La phase d'activation dure 3 mois. Recrutement, formation, ouverture de comptes mobiles. Puis vient le point de bascule, le jour où les premières usines dirigées par des femmes produisent à plein régime. Les chiffres montent. Production agricole locale en hausse de 18%. Réduction des importations de savon de 35%. L'économie informelle commence à respirer. Mais le véritable tournant survient lorsqu'une délégation de la CEDEAO visite les sites. La presse régionale parle pour la première fois d'industrialisation inclusive. L'expression fait mouche. Le gouvernement capitalise sur cette attention pour élargir le programme. Le mot « FAF » devient un verbe. Farfeur, organiser, investir, produire. La phase de répercussion suit immédiatement. Les ministères adaptent leurs procédures. Les universités ouvrent des filières de gestion féminine. Les banques commerciales copient le modèle sans le dire. Elles abaissent leurs exigences de garantie. Dans les villages, on parle désormais d'entreprendre comme les femmes du FARF. Le mouvement a franchi le seuil symbolique, de la politique à la culture. Chaque étape s'accompagne d'obstacles. La logistique, les routes, l'énergie. Pourtant, l'effet domino est lancé. Là où l'on n'entendait autrefois que le bruit des moulins à essence, résonnent maintenant les générateurs électriques et les éclats de rire. La révolution a un son, et ce son ne s'éteindra pas. Les observateurs étrangers, prudents, attendaient. Des données, elles sont venues. En 2025, le FARF a soutenu 52 de 437 femmes dans 34 provinces. Montant total investi, 13,22 milliards de FCFA, 21 millions USD. Taux de remboursement, 95,1%. 3 chiffres qui bouleversent les habitudes. Le premier dit la portée. Plus de 50 000 micro-unités reliées à un système numérique unique. Le second exprime la masse critique, assez pour provoquer des effets macroéconomiques. Le troisième, enfin, prouve la fiabilité. Dans un pays où le crédit formel touche à peine 10% des adultes, ces femmes ont prouvé qu'un contrat social fondé sur la confiance pouvait fonctionner. Les économistes du ministère commentent. Ce n'est pas la discipline qui explique ce taux, c'est la dignité. Dans les marchés, les bénéficiaires confirment. L'argent reçu n'est pas perçu comme une aide, mais comme une part de souveraineté. Une d'elles déclare « Ce fonds ne m'a pas donné de quoi survivre, il m'a donné de quoi exister. » Oui, les effets mesurables dépassent la sphère individuelle. Le revenu moyen des ménages concernés a augmenté de 28%, la fréquentation scolaire des filles de 15%,
Les communes partenaires ont constaté une hausse de 12% de leurs recettes fiscales locales. Pour Ibrahim Traoré, ces pourcentages valent plus qu'un discours. Quand une nation rembourse sa dignité à 95%, elle devient incassable. Le modèle inspire des voisins. Le Mali et le Niger envoient des missions d'études. La Banque mondiale, d'abord sceptique, intègre désormais un module genre et production, calqué sur la logique du FARF. Ce basculement est mesurable aussi dans les médias. En 6 mois, plus de 400 articles régionaux mentionnent le programme, contre moins de 20 l'année précédente. Ces chiffres, pourtant, ne suffisent pas à raconter l'essentiel. Ce qui change, ce n'est pas seulement la courbe du PIB, c'est la courbe de confiance. Là où les graphiques te montrent des montées, les regards te montrent des certitudes. Et c'est peut-être cela que redoutaient les anciennes puissances, qu'un pays africain prouve, donné à l'appui, que le développement n'a pas besoin de tuteurs. Toute révolution soulève des objections. 2 thèses s'affrontent. La première, portée par certains analystes occidentaux, affirme que le FARF serait un instrument de contrôle étatique, une forme de populisme économique sous vernis féministe. Selon eux, la concentration des fonds et la communication orchestrée autour d'Ibrahim Traoré masqueraient une centralisation du pouvoir. La seconde, défendue par la majorité des observateurs africains, voit, au contraire dans ce modèle, la première expérimentation réussie d'une souveraineté économique locale fondée sur la confiance et la technologie. Les arguments se croisent. D'un côté, la peur d'une économie dirigée, de l'autre, la fierté d'une économie dirigée par ses citoyens. Les faits, eux, tranchent différemment. Les fonds du FARF sont gérés par un réseau décentralisé d'agents communautaires. Les audits sont publics, les applications traçables. Les bénéficiaires signent avec leur empreinte numérique, non sous la contrainte. Le débat, loin d'affaiblir l'initiative, la renforce. Dans les radios locales, des économistes débattent avec des commerçantes. On y parle de fiscalité, de production, d'équité, des sujets longtemps réservés aux élites. Le FARF a démocratisé le vocabulaire du développement. À mesure que les mots circulent, une idée s'installe. L'autonomie n'est pas l'ennemi de la transparence. Le programme devient un miroir. Chacun y lit sa propre peur ou son propre espoir. Et si le vrai test du FARF n'était pas économique, mais culturel, prouver qu'un peuple peut inventer sa méthode sans permission extérieure. Une phrase a circulé à travers les ondes. Nous ne demandons plus l'autorisation d'exister. C'est Ibrahim Traoré qui la prononce, debout dans l'atelier de Barcelogo, devant les femmes qui font tourner les machines. En 8 mots, il redéfinit le cœur du projet. L'autonomisation n'est pas un supplément social, c'est une stratégie de défense nationale. Le public comprend que la révolution n'est plus sociale, mais systémique. Ce jour-là, la coupure du ruban devient un acte géopolitique. Le Burkina Faso montre qu'il peut produire, exporter et financer sans dépendre des circuits extérieurs. Les observateurs étrangers, d'abord surpris, réalisent que l'innovation vient d'un territoire souvent jugé périphérique. Dans le vacarme des broyeurs et le parfum du karité, une certitude s'installe. La souveraineté peut être artisanale et pourtant redoutablement moderne. Les effets du FARF se mesurent désormais sur 4 terrains: agricole, économique, social et régional. Au niveau agricole, les coopératives féminines achètent directement aux producteurs locaux. Résultat, la part de valeur ajoutée captée dans le pays passe de 42% à 61% en un an. Les pertes post-récolte diminuent de moitié grâce aux séchoirs solaires introduits par le fonds. Les agriculteurs hommes y trouvent aussi leur compte. Les revenus familiaux s'équilibrent. La productivité monte. Au niveau économique, dans les villes, la création d'entreprises dirigées par des femmes provoque un cercle vertueux. Les usines du FARF emploient plus de 20 000 personnes, dont un quart d'hommes. Le secteur informel s'institutionnalise. Chaque nouvelle unité dépose ses comptes, paye ses taxes locales. Pour le ministère du Commerce, c'est une révolution administrative silencieuse. Au niveau social, la perception du rôle féminin change. Les chansons populaires célèbrent les entrepreneuses.
Les écoles primaires citent leur nom dans les manuels. Le taux d'inscription des filles grimpe, les mariages précoces reculent. Des hommes participent à la gestion des coopératives. L'émancipation n'exclut pas, elle inclut. Au niveau régional, le modèle franchit les frontières. Des délégations du Mali, du Niger et du Ghana viennent étudier les systèmes de gestion numérique du FARF. La CEDEAO envisage un cadre de coopération pour étendre la méthode. L'expression « souveraineté par inclusion » devient un terme de politique publique. Mais chaque succès attire une tension. Certains bailleurs occidentaux proposent de moderniser le FARF via de nouveaux prêts. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré répond prudemment « Nous collaborerons, mais sans renoncer à notre orientation ». Le message est assez clair. L'aide c'était bienvenue, la tutelle ne l'est pas. Ainsi, le pays avance entre confiance et vigilance. Le FAEF n'est plus seulement un fonds, c'est une école de responsabilité collective. Chaque savon vendu, chaque kilo de mil emballé devient un acte de souveraineté quotidienne. À l'horizon d'un an, 3 trajectoires s'esquissent. Réaliste, optimiste et critique. Dans un scénario réaliste, le FARF poursuit sa croissance organique. Les clusters industriels féminins se consolident dans 4 régions. Le PIB gagne 1,3 points grâce aux exportations de produits transformés. Le défi majeur reste l'énergie, étendre les mini-réseaux solaires et moderniser les routes d'accès. Dans un scénario optimiste, un partenariat sud-sud s'installe entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour créer un corridor du karité. Les coopératives féminines contrôlent toute la chaîne, de la collecte à l'export. Les investissements privés affluent. La diaspora finance des formations techniques. Le pays devient un laboratoire continental d'industrialisation inclusive. Dans un scénario critique, les pressions extérieures se renforcent. Offre de prêts conditionnés, campagne médiatique sceptique, volatilité des matières premières. Si la gouvernance locale se fragilise, la crédibilité du FARF pourrait en pâtir. Mais même dans ce cas, l'héritage culturel resterait. Le principe selon lequel les femmes possèdent les outils de production ne disparaîtrait plus. Dans tous les cas, Ibrahim Traoré l'a dit lors d'une conférence à Ouagadougou. La réussite du FARF ne se mesurera pas en dollars, mais en continuité. L'enjeu des 12 prochains mois n'est donc pas la vitesse, mais la solidité. Pour les citoyens, ces scénarios ne sont pas abstraits. Ils se traduisent par des attentes très concrètes. Routes praticables, énergie stable, débouchés sûrs, et une conviction nouvelle se répand. Le développement n'est pas un miracle soudain, c'est un processus de confiance accumulé. Dans les marchés de Waïgouya, les discussions ont changé de ton. On ne parle plus seulement de prix ou de pluie, mais d'investissement et de stratégie. Les filles qui dirigent des ateliers touristes de transformation deviennent des figures publiques. On les invite dans les radios locales, on les consulte dans les conseils municipaux. Le public suit, fasciné. Les jeunes, surtout les filles, voient pour la première fois des modèles d'autorité qui leur ressemblent. Les mères racontent comment elles négociaient un prêt via leur téléphone. Les pères évoquent fièrement les revenus communs. Le projet FARF a redéfini la conversation domestique. Dans les quartiers urbains, des start-up féminines apparaissent. Couture numérique, design d'emballage, commerce en ligne. Les écoles professionnelles s'adaptent. Les enseignants montrent les vidéos des usines de Barcelogo pour expliquer l'économie réelle. L'idée du travail productif n'est plus abstraite. Elle se voit, s'écoute, se vit. Au-delà de la réussite individuelle, un changement plus subtil s'installe. La fierté collective. Dans un pays longtemps décrit par ses faiblesses, les citoyens redécouvrent une forme d'orgueil tranquille, celui de construire pour soi. Le message circule comme un refrain. Si elles y arrivent, pourquoi pas nous? Pour consolider les acquis, le gouvernement d'Ibrahim Traoré établit une feuille de route en 5 axes. Le premier axe concerne l'énergie. Étendre les mini-centrales solaires pour garantir la continuité des ateliers ruraux. Le deuxième axe porte sur la logistique. Améliorer les routes secondaires afin de relier les coopératives aux marchés urbains.
Le troisième axe, c'est celui de la formation. Créer des écoles techniques pour former les femmes aux métiers industriels et comptables. Le quatrième axe touche à la gouvernance. Intégrer les représentantes du FARF dans les comités régionaux de planification. Le cinquième axe, enfin, concerne la technologie. Déployer une plateforme numérique commune permettant de tracer les flux, les paiements et les performances. Ce plan, annoncé lors d'un forum à Ouagadougou, s'accompagne d'un calendrier précis. 12 mois, 10 indicateurs, 3 audits externes. L'objectif n'est pas d'étendre pour étendre, mais d'ancrer le modèle. Chaque atelier doit pouvoir survivre à son fondateur, résume Traoré. Les institutions locales y voient un nouvel équilibre, entre centralisation et autonomie, entre vision nationale et exécution communautaire. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'un programme public parle autant le langage du terrain. Et, dans les couloirs des ministères, on entend désormais une phrase inédite. La souveraineté s'écrit au féminin pluriel. Dans la lumière dorée du soir, les machines de Barcelogo ronronnent comme un chœur collectif. Les mêmes femmes qui autrefois portaient des pots ou des paniers de mil vérifient maintenant des tableaux de Borati numériques. Leurs mains n'ont pas changé. C'est le sens du geste qui a évolué. Ibrahim Traoré, en visitant de nouveau le site, murmure « Ce n'est pas l'argent qui m'émeut, c'est la dignité ». Cette phrase, captée par un journaliste, devient virale. Elle résume tout. Une nation ne renaît pas par la puissance de ses armes, mais par la constance de son travail. Les habitantes rient, posent pour des photos, et dans le fond, on aperçoit les collines rouges du Sahel. Une enfant lève la main vers la caméra. Moi aussi, je veux une usine. Ce simple élan clôt la boucle du récit. Ce que les mères ont bâti, les filles le poursuivront. L'avenir du Burkina Faso ne se devine plus, il se fabrique. Et maintenant, la question reste ouverte. Que fera le monde de cette leçon ? Le FARF n'est plus seulement un programme burkinabé, c'est un miroir pour toutes les sociétés qui cherchent à se réinventer. Derrière chaque savon, chaque grain emballé, se cache une philosophie. La souveraineté commence au niveau du foyer. Aux spectateurs qui nous regardent de Paris, de Bamako ou de Montréal, prenez un moment pour réfléchir à l'image de ces femmes devant leur usine. Si une seule photographie a pu déclencher une révolution pacifique, que pourrions-nous collectivement changer ? Abonnez-vous, partagez ces récits, discutez-en. Parce que ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse un pays. C'est peut-être la définition même du développement qui s'écrit, en silence, sous les mains d'acier et de lumière de celles qu'on appelait autrefois invisibles.